commencer, vous êtes donc violoncelliste, né à San Francisco d'un père américain et d'une mère d'origine roumaine. Vous avez grandi à New York puis à Paris. Vous avez fait vos études d'abord au Conservatoire national de Paris avec Maurice Gendron. Puis à 19 ans, donc au début des années 80, vous avez franchi le rideau de fer pour étudier avec Natalia Tchaïkovskaya au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. À votre retour à 25 ans, vous avez passé le concours Rostropovitch, dont vous êtes lauréate. Et on peut dire que depuis, vous êtes dans une exploration permanente de votre art. Vous jouez le grand répertoire, mais vous êtes aussi dédicataire de pas mal d'œuvres. Vous mêlez les sonorités de votre violoncelle au théâtre, à la danse, au cinéma, à la littérature. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous sans votre violoncelle, ce qui est rare. Comment est-ce que vous vous sentez sans votre instrument ? Justement, ça me rappelle la Russie, parce qu'il y a une chose très particulière dans les cours en Russie, c'est que le professeur, et là c'était Natalia Tchaïkovskaya, mais j'ai vu beaucoup de cours ou même eu avec Mstislav Rostropovitch, c'est qu'ils ne prennent jamais l'instrument. Et ils expliquent. Rostropovitch donnait beaucoup d'exemples au piano. Ils chantent, ils parlent, ils vous touchent, ils peuvent s'emporter même dans la voix, donner plein... Vraiment, l'explication est physique, charnelle, présente, intense, mais il n'y a jamais l'instrument, c'est-à-dire que la phrase qu'on travaille ou la chose qu'on essaye d'atteindre n'est jamais jouée à l'instrument, parce que tout de suite, l'imaginaire arrête de travailler et il y a la fonction « je fais pareil », donc de copie, d'imitation qui ferme cet éventail des possibles, et on va droit vers « ah, c'est ça, je vais essayer de m'approcher de ça ». Et en France, on enseigne plus comme ça ? En France, de ce que moi j'ai expérimenté en tout cas, oui, les professeurs jouent beaucoup. Et ça, c'était une de mes grandes surprises là-bas. Et voilà. Donc quand vous m'avez dit pas de musique, pas de violoncelle, je me suis dit tiens, retour en Russie. Comment est-ce que vous avez rencontré votre instrument, le violoncelle ? Vous aviez 9 ans, je crois, quand vous avez commencé ? Oui, alors ça a été un trajet de petits poussets, parce que déjà que je transforme l'idée je voulais être en fait faiseuse de sons. J'avais pas l'idée de la musique encore, c'était les sons. Les sons mat, des sons qui protègent, des sons qui sont des chuchotements qui rassurent. J'avais d'abord une notion du son. Il y avait, par exemple, je me souviens que la personne qui s'occupait de nous quand on était petits, il y avait un certain ton avec lequel elle devait dire les choses pour que ça me rassure. Tant que ce ton n'était pas atteint, les mots ne jouaient pas leur rôle magique, c'était le ton. Donc de ça, des sons, je suis arrivée à la musique. De la musique, ça a été d'abord quoi ? Alors, un peu de xylophone, un peu de piano. Ensuite, je voulais faire un instrument à cordes. J'ai joué de la guitare. Et puis, je voulais pouvoir faire durer le son longtemps. Ça, je me souviens très bien de cette sensation. Et là, j'ai entendu par hasard un son de violoncelle qui m'a hypnotisée, en fait. Dans un geste que j'étais en train de faire, dont je me souviens, il y a des choses qui restent vraiment ancrées comme si c'était hier. Et ce moment-là où je jouais donc aux osselets avec mes copains de classe, j'ai mis ce disque sans savoir ce que ce serait. C'était un son de violoncelle, c'était du Vivaldi. Et ça m'a hypnotisée. Je suis restée comme ça et hop. Alors je me suis dit, c'est ça. Et il y avait parallèlement à ça, j'avais vu, alors j'arrive plus à me souvenir, mais je pense que c'est après, un des premiers reportages qu'on a découvert sur Rostropovitch. Vous aviez quel âge, vous vous souvenez ? Tout ça, c'est vers les mêmes âges, vers 9-10 ans. Et à ce moment-là, vous avez dit, je veux... Oui, et alors, parallèlement à ce son très particulier qui m'a attrapée, il y avait, dans ce reportage, il y avait la vie de Rostropovitch et la manière dont lui, on le voyait dans les marchés, sur les kolkhozes, dans son partage de la musique et il y avait déjà quelque chose de l'ordre d'un récit qui se mêlait avec le violoncelle. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le violoncelle. Quand vous dites que les sons étaient importants, vous parlez de la voix surtout, parce que vous disiez le ton de cette femme qui vous gardait. Donc les sons, c'était surtout la voix humaine ou c'était les sons de la nature aussi ? Non, il y avait les sons des voitures, des moteurs, des voitures américaines dont je me souviens très bien et qui m'ont toujours
extrêmement rassurée. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose de très... comme un fond de son rassurant. Et puis il y avait les sons autour de nous, et bien sûr les voix. Et après, bon, tout ça, je ne savais pas que mon rapport à la voix allait être si tenu et si fort toujours, et qui a guidé beaucoup de mes choix. Mais je pense que ça commençait déjà à se jouer à ce moment-là. Vous parlez du legato, de l'importance du legato que vous recherchez, que vous avez beaucoup entendu Maria Callas, son legato si particulier. C'est une chose que vous cherchez encore aujourd'hui, toujours cette recherche du legato. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà ce qu'est précisément le legato ? Ça, c'est une chose que j'ai découverte plus tard, et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu aller en Russie. C'est qu'il y a un moment donné, donc j'avais commencé le violoncelle, j'écoutais beaucoup d'instrumentistes, de violoncellistes, mais pas seulement. Et j'ai remarqué que chez les musiciens qui venaient d'Europe de l'Est, et particulièrement de Russie, il y avait quelque chose d'autre. Un rapport à la corde ou à la phrase autre. C'était pas juste les musiciens sont différents, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, qui était un monde que je voulais découvrir. Donc, j'ai commencé à chercher. D'abord, j'ai essayé de mettre des mots, de comprendre pour moi ce que c'était cette chose, et j'ai compris qu'il y avait un rapport avec la voix. Donc, j'ai commencé à vraiment écouter Maria Callas beaucoup, en boucle, et comprendre comment elle allait d'une note à l'autre. Puisque dans la musique, on va d'une note à l'autre. On peut y aller d'une manière vocale, et on peut y aller d'une manière instrumentale. Alors là, je n'ai pas le violoncelle pour montrer, mais on peut jouer, par exemple, une note à l'autre, aller d'une note à l'autre, en donnant un petit... comment expliquer ça ? D'une manière qui n'est pas... où l'une ne naît pas de l'autre. C'est une note, et puis ensuite une autre note, et ensuite une autre note. Et moi, ce que dans le chant, je commençais à percevoir et vouloir trouver dans le violoncelle, c'était une note va faire naître une autre. Donc celle qui naît sera colorée de celle qui a eu avant. Et celle qui a après est déjà en train de faire naître une troisième. C'est ce rapport-là qu'on entend dans la voix. Et du coup, je crois que c'est ce que j'entendais chez les musiciens russes. Et j'ai commencé à voir que les tenues d'archet étaient différentes. Que, en tout cas, pour ce qui est du violoncelle, la main était posée différemment, les bras étaient différents, la manière de tenir l'instrument était différente. Donc, je me suis reconstituée une tenue d'archet en photo, avec toutes les photos que je pouvais trouver. En observant Rostropovitch, c'est ça ? Oui, lui. Même Casals, qui n'était pas tout à fait pareil, mais il y avait des choses qui étaient proches, Piatigorsky. Je regardais même le poids du corps de Oistrakh sur le violon. Donc pour ça, j'ai été obligée d'inventer pas mal de tendinites quand même, parce qu'au Conservatoire de Paris, on se disait « mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ?» Donc pour avoir la paix dans mes recherches, j'ai un petit peu... je me suis un peu cachée, quoi. Et je faisais ces recherches, je me souviens même d'avoir mis des poids pour comprendre à quel moment le poids était soulevé, à quel moment je le sentais peser. Bon. Et tout ça pour répondre à votre question, le legato. Pour trouver ce legato, il fallait déjà que je change de technique d'archet. Et voilà, j'ai cherché dans cette direction. Et donc après, mon but, ça a été d'aller là-bas et vraiment d'apprendre ça. C'est un rapport à la corde qui est autre et qui est, pour être donc maintenant plus concrète, beaucoup plus vocale. Aussi technique qu'artistique, en fait. C'est dans les... Oui, parce qu'en fait, les deux sont inséparables. Voilà. Et vous diriez aujourd'hui que votre jeu a été façonné par ces deux écoles, ou que vous êtes vraiment allé dans le sens de l'enseignement et de l'école russe ? Alors, c'est sûr que ça m'a marqué énormément, disons que le quotidien de l'apprentissage de tout ça, et je l'ai fait avec Natalia Chakovskaya. Je suis arrivée dans sa classe à Moscou quand même. J'avais déjà fini les 4 années de conservatoire à Paris, mais j'étais tout à fait prête à recommencer, à changer, à comprendre. Et on s'est attaqué tout de suite à ça, mais totalement lié à la musique. C'est-à-dire jamais la séparation. De, purement technique. Oui, voilà, on comprend, tu mets ta main comme ça, puis on verra après pour quelle musique. C'était absolument lié.
la nécessité des choses, c'était exprimer quelque chose, et là, on travaillait les instruments. C'était vraiment la sensation de rentrer dans un atelier où on polit, on pose, on démonte, on essaye, on recommence. Il y avait aussi l'apprentissage de jouer en public, mais c'était la commission des professeurs du conservatoire Tchaïkovski, donc à gérer le trac, les prises de risques, se connaître, tout ce long parcours qui est vraiment le parcours d'un interprète qu'on travaille, et ça c'est aussi très particulier à la Russie, sans aucune idée que le côté artistique a quelque chose de plus honorable que la technique, ou que l'inspiration c'est quelque chose où on se dit « Ah, on est inspiré ». Tout est sur la table de l'atelier. Et d'ailleurs, on rentre plus tard, on rentre quand on est déjà une personne un peu construite intellectuellement. Contrairement en France, on peut rentrer à 14-15 ans au conservatoire, alors qu'en Russie, c'est impossible. Oui. Ça a un sens aussi. Oui, parce que justement, tout ce travail va se faire aussi sur la connaissance de soi, mais sans psychologie. Toujours en Russie, on parle des choses qui vont quand même très loin dans soi. Je me souviens des éléments, des questions qu'on travaillait avec Tchaïkovski qui me tournaient bien dans la tête. Mais chaque fois qu'on s'approchait de quelque chose de psychologique, est-ce que ça pourrait ressembler à quelque chose où que je suis dans la vie comme ça ? Mais ça, on s'en fiche. Et donc, ça nous renvoyait toujours vers le côté, on travaille les choses, on les malaxe, on les étudie, on recommence, on les met à l'épreuve. Beaucoup ça, on les met à l'épreuve. Ah, donc, il y a des voyages en vous extrêmement, extrêmement puissants. Et votre curiosité pour l'Union soviétique, pour Moscou, elle était essentiellement artistique ou elle était aussi culturelle au sens large ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en partant ? Je pense que ce que je suis allée chercher, je ne le savais pas. Je lisais déjà pas mal de littérature russe, j'aimais la langue, j'avais commencé à apprendre. Il y avait bien sûr cette école russe dont je vous parle, mais j'avais... Est-ce que c'est avant de partir ou là-bas? Mais en tout cas, j'avais étudié beaucoup Stanislavski et j'aimais comprendre les parallèles entre le travail de l'acteur, le travail de l'interprète. C'est très proche, hein, en tout cas, de cette école-là. Oui, parce que le corps est très en jeu physiquement pour les acteurs dans le jeu au théâtre russe, beaucoup plus qu'en France. Oui, puis il y a ces exercices très concrets qui sont extraordinaires, qui vous questionnent sur ce que c'est que quelqu'un qui va raconter une histoire devant se l'approprier, en connaissant la fin de l'histoire, mais devant toujours être celui qui ne connaît pas la fin, puisqu'il va la découvrir avec vous. C'est quand même un truc compliqué. Et du coup, cette chose-là qui est quelque chose de quand même très particulier à ça, c'est-à-dire que je vais vous raconter quelque chose, on va découvrir, et moi je sais où je vais vous amener, mais en même temps, je découvre. Donc cette espèce de chose, de cette dualité, elle demande quoi ? Elle demande dans l'imaginaire des voyages constants. C'est-à-dire qu'en fait, cette fin-là, vous la connaissez, mais c'est la fin de 1000 autres histoires que vous ne connaissez pas. Et c'est ça, tout le temps, ce lien entre les histoires que vous ne connaissez pas, dont vous allez découvrir la fin avec ceux avec lesquels vous partagez l'histoire. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, je trouve. Qui nécessite une grande disponibilité, ce qui est et puis au cœur de... Une curiosité, un travail Enfin, une manière de voir ce pourquoi on fait ce métier, je crois, aussi, d'abord. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose où on va dire, je suis un interprète, je vais jouer cette œuvre, et puis voilà, le mieux que je peux, ou est-ce que l'idée, c'est le voyage de là où cette œuvre ou cette chose que vous jouez ou que vous essayez de créer va vous amener, c'est-à-dire les migrations artistiques. C'est-à-dire, je me disais que quand moi, une œuvre, que ce soit une mise en scène, que ce soit une interprétation, que ce soit me reste et que je trouve que c'est vraiment réussi dans le sens que ça existe tellement fort et que ça vous change, c'est qu'elle m'a amené ailleurs. Elle m'a amené dans quelque chose où j'ai quitté l'endroit où ça se passe, j'ai quitté juste l'histoire qu'on était en train de vivre, ces personnes sur le plateau, avec ce texte qui est dit. Tout d'un coup, j'étais transportée ailleurs. Et ça, c'est la force de ces moments-là, je crois.
Vous avez commencé une carrière au départ de concertiste relativement classique. Hein. C'est quand vous êtes revenu en France, vous avez passé le concours Rostropovitch. Donc vous êtes, voilà, vous avez gagné un prix à ce concours. Vous avez commencé à jouer avec différents orchestres. Et relativement vite, vous avez commencé à prendre un petit peu des chemins de traverse. Comment vous vous sentiez dans cette vie au départ, donc de jeune concertiste? Est-ce que vous vous sentiez à votre place ou est-ce que toujours l'ailleurs vous appelait? Bah déjà, j'avais à vivre avec un ailleurs qui était quand même de revenir d'Union soviétique, j'ai vécu plus de 2 ans, quelque chose d'extrêmement intense, qui m'a appris ce que c'était que la vie sous une chape et la force des mots non prononcés, la force de la transmission presque dans un silence forcé, la confiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous confiait des secrets, vous saviez que si vous ne les gardiez pas, vous pouviez mettre quelqu'un en danger. La force de cet enseignement, de cette vie musicale qui vous reste toute la vie, quoi, qui est cet jaillissement de résistance qui se passe sous vos yeux. C'est quelque chose dont on ne revient pas indemne complètement. On est habité à part ça après. Et puis l'intensité des cours que j'avais avec Natalia Tchaïkovskaya. Bon, il y avait une vie quotidienne quand même assez dure. Je vivais dans un foyer. Enfin, la vie quotidienne, quoi, les douches, la nourriture, le sommeil, tout ça, c'était pas évident. C'était très dur, quoi. Il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait pas mal d'étrangers, mais des pays communistes. Et des pays capitalistes, comme on disait là-bas à ce moment-là, il y en avait très peu. Et c'était aussi quelque part stimulant, une forme de moteur, une façon d'être sur la brèche, d'aller se frotter à la difficulté du régime soviétique pour vous? Non, je ne le dirais pas comme ça. Ce que je dis, c'est que j'ai eu la chance déjà d'être proche et de prendre ses cours et de me rapprocher beaucoup de la personne qu'était Natalia Tchaïkovskaya, qui est quand même une chose inouïe parce que c'est une personne d'abord une immense pédagogue dans le sens très large, c'est-à-dire qu'elle vous apprend aussi à être une personne. Et puis tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que devant mes yeux, j'ai vu ce que c'était que l'être humain, dont au-dessus de sa tête, il y a une chape qui pousse vers le silence, et que sa force pousse la chape en l'air, et que les choses sont dites autrement, puisque la voix dite normale est interdite. Devant mes yeux, jour après jour. C'est-à-dire les œuvres qui sont créées, les récits la nuit sous la pluie pour que rien ne soit entendu, les cours qui comprennent cette chose sans concession et avec cette... On sait très bien la vie de Shostakovich et comment les œuvres sont nées et l'explosion de révolte qu'il y a dans ces œuvres et qui étaient jouées là. Voilà. Donc, quand vous rentrez de ça, plus tout ce que vous avez appris qui est encore trop compact, qui n'a pas pris sa place, vous savez, comme les petites boîtes que j'adore, qui sont pleines de neige, on les secoue. Puis on les pose et doucement ça retombe. Mais moi, il m'a fallu des années pour que ça retombe. Puis ça c'est pas retombé d'ailleurs. Et donc, je suis revenue de là pour faire un 3e cycle de musique de chambre au Conservatoire de Paris. J'étais quand même un peu... Je parlais il y a peu de temps à mon ami Laurent Cabasso, avec lequel j'ai fait ce cycle de musique de chambre, pianiste régulièrement. Merveilleux. Et il m'a dit, tu sais, quand on marchait du conservatoire à la station de métro, tu me parlais en russe. Mais le pauvre. Lui ne parlait pas russe. Ah non, pas du tout. Et je crois que j'ai vraiment eu du mal à rentrer. J'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce que je pouvais faire, aussi d'avoir vu cet enseignement, aussi cette culture partout, et en même temps les camps, les restes des camps et tous les récits et tout ce que je savais, et de voir des gens dont absolument chaque personne que je connaissais là-bas avait quelqu'un de sa famille qui avait été dans les camps, quand même. Et revenir de là et faire un 3e cycle de musique de chambre au Conservatoire de Paris, où en plus on me disait que j'avais foutu le camp chez les Rouges.
en Union soviétique, parce que c'était très mal vu à l'époque, il ne faut pas oublier. Trouver du sens, c'était vraiment, évident, oui, alors c'était un chaos dans moi. Mais j'ai quand même fait ce cycle et j'ai commencé à... Il y avait un bureau qui s'appelait le bureau de, je ne sais plus comment, mais lié à la musique contemporaine, dont s'occupait un monsieur qui s'appelait monsieur Rienier. Et j'ai dit, je voudrais faire de la musique contemporaine, découvrir les compositeurs. Bon, déjà, ma curiosité, elle avait commencé à se développer. Et donc, c'est là que j'ai connu Pascal Dussapin, j'ai joué des œuvres de Ligeti. Qui vous a dédié écrit plusieurs œuvres, écrit un concerto, Georges Benjamin, avec lequel j'ai joué une œuvre pour violoncelle et piano avec lui. C'était passionnant. Et après, j'ai passé le concours. En fait, j'ai tout fait comme je pensais qu'il fallait faire, en essayant que la neige se pose. Elle ne se posait pas trop. Et voilà. Bon, mais ça passait par la création contemporaine, en tout cas, le mouvement. Voilà, puis le concours, et puis la lutte entre l'école dite française et l'école dite russe a continué. Pendant le concours, il y a eu des émeutes. Rostropovitch m'a téléphoné au milieu de la nuit, il m'a dit « Il faut que tu modères ton jeu, en France, ils ne comprennent pas, tu ne peux pas jouer comme ça, sinon ça ne va pas aller, il faut que tu joues française. » Je dis « Mais c'est quoi? Il faut que tu fasses moins de contraste, il faut que tu te calmes, quoi. » Et enfin, le chaos continuait. Qu'est-ce que ça veut dire jouer français? En fait, je pense que c'est une fausse idée. Parce que dans la France, il y a une folie. Mais dans toute école, c'est-à-dire quand on tombe dans les académies, enfin, de mon expérience, où ces académies-là, on se heurte à des choses qui sont quand même très étiquetées. Et là, je brouillais les étiquettes, quoi. Je crois que j'ai pris des épices d'un tiroir, je les ai mises dans l'autre, ça. Et là, c'est parce que j'étais française, mais pas vraiment. J'avais étudié au Conservatoire de Paris, mais j'étais partie à Moscou. Et tout ça était assez... je commençais ces espèces d'explorations. Donc le concours, c'est quand même quelque chose de très... Il y avait des membres du jury français, puis il y avait évidemment Rostropovitch au milieu. Et je pense qu'il voulait simplement dire que... Je ne sais pas très bien. En tout cas, voilà. En tout cas, le chaos Vous n'arrivez pas à continuait. vous mettre dans une case, en tout cas. Et c'est peut-être ça qui les troublait. Je pense qu'il y avait une bataille aussi qui me dépasse moi et qui est assez émouvante, en fait. C'est que je crois que l'arrivée, ça je l'ai compris plus tard, toutes les œuvres, beaucoup des œuvres pour violoncelle étaient créées par Maurice Gendron, qui était une personne, mais après, tout ce que j'ai appris avec lui a pu trouver sa place en moi beaucoup plus tard, parce que la Russie a quand même pris une grosse place. Mais je suis très attachée maintenant à la place qu'a Maurice Gendron pour moi. Mais en tout cas, voilà, il jouait des œuvres de Britten, il créait des œuvres de Britten, Navarra, Maréchal, et puis arrive ce Rostropovitch avec cette espèce de folie, cet appétit, cette chose bigger than life qu'il avait. Et je pense qu'on lui en a voulu de ça. Et que donc, la violence, elle tombait sur les gens qui allaient dans ce sillon-là, et qu'ils n'essayaient pas d'aller chercher plus loin. C'était juste, ah non... Pas encore. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire que Rostropovitch était dédicataire d'un nombre d'œuvres. Ah, mais quand il est arrivé, ils écrivaient tous pour lui. Écrasé, et c'était un truc de... le désir s'est orienté vers lui, vers cette espèce de personnalité incroyable qu'il avait. Et puis aussi, alors ça, c'est un autre sujet, mais je continue dessus, c'est que je pense que pour la musique, ces années-là était extrêmement importante, et c'est depuis la chute du mur qu'on est dans un moment plus compliqué. C'est que je crois que la confrontation de ces deux régimes et l'arrivée de ces musiciens qui venaient de ces pays, avec leur col Mao, avec leur tournée dans les kolkhozes, dans les conservatoires, parce qu'il y avait ça, tous ces musiciens, ils jouaient partout, ils ne jouaient pas que dans les capitales, ils ne jouaient pas que dans les belles salles, ils jouaient partout, et ça c'est vrai. Et donc ils faisaient toutes ces tournées avant de débarquer Théâtre des Champs-Élysées. Et tout ça, on le sentait quand ils jouaient. Donc ils arrivaient avec leur puissance de récit. Ils habitaient la musique d'une force inouïe, dont on ne se rendait même pas compte. C'est-à-dire que les murs des salles de concert, elles explosaient quand ils jouaient. Ils amenaient ça. C'est-à-dire que quand Rostro, il a joué pour la première fois le deuxième concerto de Shostakovich, et qu'il y a ce moment extraordinaire qui est la fin de la cadence, où c'est comme un cri, un hurlement dans cette carte, dans l'aigu là, qui prend. Mais on n'avait jamais vu une chose pareille.
Et ça, c'était tout le temps présent. Je me souviens de Rostropovitch et Bernstein, je me souviens ils amenaient une histoire à la musique. Donc la musique, elle était palpitante de ça. Et quand tout ça s'est effondré, heureusement, mais quand même, on s'est retrouvé avec un système qui a gagné, seul et unique. Et c'est quand même un système d'une certaine caste de gens ayant accès à la musique classique. Et il n'y avait plus de confrontation, il n'y avait plus de titillement, disant « mais attends, mais ça raconte quoi ? Mais d'où viennent ces gens ? Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Quelles sont ces œuvres ? Qu'est-ce que ça a à voir avec leur vie ? Qu'est-ce que ça vous raconte ? Où est-ce que ça vous amène ?» Il n'y avait plus cette chose-là. Et donc, voilà, je laisse de côté ça, mais en tout cas, je reviens à ce dont je me souviens et ce que j'ai vécu de cette activité de musique. C'était extraordinaire pour ça aussi. Parce que la musique, elle était dans le monde, quoi. Elle était... Vous savez, quand on dit des gens qu'ils s'engagent parce qu'ils veulent défendre par exemple, dans la résistance, il y a un mouvement. Et bien, la musique, elle allait dans la résistance. Elle n'était pas cachée. À dire, venez, c'est pour un... En vase clos pour un certain... Non, elle était dans le monde. Ouais, elle était dans le monde. Empreinte de réel. Voilà. Comme dit Akhmatova, elle était là où, pour mon malheur, mon peuple était. Enfin, elle dit que sa poésie, c'est ça. Et la musique, c'est ce que ça m'a amené, c'est peut-être cette conscience aussi que c'est sa place, la musique. Toutes les musiques. Et la musique classique, absolument aussi. Elle a ça en elle. C'est ce que vous faites beaucoup. Le réel est très présent dans votre travail. Vous allez vers les gens, vous allez vers des gens de plein de générations différentes, vers des acteurs, vers des chanteurs, vers des danseurs. Enfin, on sent qu'il y a un grand appétit du monde dans votre démarche artistique. Oui, je crois que c'est vrai. Et aussi parce que j'aime justement prendre par la main la musique et aller avec elle, voir ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut répondre, de quoi elle peut se nourrir, qu'est-ce qu'elle peut donner, comment. Parce que c'est ça qui fait que quand on pense que... Il y a une description extraordinaire de Vassili Grossman qui raconte qu'il a vu dans les années 55, je crois, à Moscou, il y avait des tableaux qui avaient été pris à l'Allemagne par l'Union soviétique, dont la Madone Sixtine. Et que les Russes ont décidé, enfin les Soviétiques, de rendre ces tableaux. Mais qu'avant de les rendre, ils les ont ouverts au public pendant 90 jours au musée Pouchkine. Et Grossman est allé voir ce tableau. Et il raconte la file des gens qui ont dû voir cette œuvre. Et il dit, des marins, des soldats, des prostituées, des connaisseurs d'art, des professeurs, des étudiants, des pauvres, des soulards, des gens riches, des intellectuels, des étrangers, des Russes, des perdus, des retrouvés. Enfin, il fait une liste absolument extraordinaire. Et on voit le défilé de tous ces gens devant ce tableau. Et ensuite, il parle de ce tableau, donc la mère et son enfant dans les bras. Et il dit, et ça revient à ce que je disais au début, il raconte comment, à différents moments de sa vie, il a dit, mais en fait, il est là le tableau, dont à Treblinka. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'image d'une mère et de son enfant, il dit, c'est immortel, et ça va partout où on veut tuer ça. Ils sont là, les deux. Ouais, ce déplacement. Et donc, je ne sais pas pourquoi je racontais ça. Parce que l'art qui est dans le monde. Oui, c'est ça. Et c'est en fait la description de tous les gens qui sont passés devant ce tableau. C'est quelque chose qui m'habite toujours. Parce que une œuvre de musique, une œuvre d'art, une peinture, les personnes qui sont passées devant se sont nourries d'elles, mais je pense que le contraire est vrai aussi. Et c'est cette circulation dont j'ai envie de faire partie. C'est ce que dit Barthes, quand on lit un livre, il faut lever la tête pour être actif, et le livre devient aussi autre chose par la personne qui le regarde. Oui. Alors, Sonia Wider-Atherton, il y a une femme qui a été très importante dans votre vie. Vous l'avez rencontrée dans les années 80. C'est la réalisatrice Chantal Akerman. Qu'est-ce que
son cinéma a provoqué en vous? Je pense que c'est la première fois que j'ai senti que des images pouvaient être une élégie, pouvaient travailler le temps comme ça, pouvaient explorer des niveaux de résistance à une longueur, comme dans des... Je pense que d'abord, c'est son rapport au temps, vraiment. Et d'ailleurs, la manière dont elle en parle, et elle dit « Je ne comprends pas pourquoi, quand les gens disent qu'ils ont eu un bon moment, ils disent « On a bien passé le temps ». Alors que de dire qu'on a passé le temps, en fait, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'en fait, chaque seconde, on devrait la sentir passer. Donc ces longs travelling comme ça, qui vont capter les visages, capter les attitudes, capter les lumières qui changent, qui vont questionner, en fait, les gens qui sont là, et qui vont installer une sorte de patience où il y a des murs les uns après les autres qui tombent, parce qu'on explore quelque chose où on peut dire « Non, c'est trop long, là, je ne tiens plus, je ne vais pas tenir ». Et puis tout d'un coup, bing, un premier mur tombe, et vous commencez à voir encore autre chose. C'est-à-dire que c'est comme des niveaux de profondeur. Voilà, un mur tombe, vous êtes encore plus profond, et puis un deuxième mur, et puis vous voyez encore autre chose. Et qu'est-ce qui va arriver après ça? Donc vous voyez, c'est ce rapport au temps. Que vous mettez d'ailleurs, qu'elle met en scène en vous filmant, que dans les 3 poèmes de Sacher, de Dutilleux, on voit le temps qui passe, on vous voit jouer, vous, du violoncelle. Au départ, c'est la nuit, puis le jour se lève, on voit une femme derrière qui repasse. C'est complètement ça qui est mis en scène. Oui, et son rapport au quotidien aussi, c'est les gestes quotidiens. Et comment, chez Chantal, il y a tout le temps le quotidien et l'unique qui se donne la main, parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est des échappées comme ça tout d'un coup. Quelque chose qui part d'un geste qui se répète et tout d'un coup quelque chose s'envole. Et puis autre chose aussi dans son travail qui est très... je crois qui est important pour moi, c'est la fuite d'une chose, de la perfection. Mais pas dans la perfection de quelque chose de parfait, c'est beau, mais une perfection qui arrête un mouvement. C'est-à-dire quelque chose qui peut être travaillé jusqu'à en devenir fou, ça c'est une chose, mais que toujours reste la possibilité qu'une cassure fasse qu'il y a une suite. Et jamais une chose qui s'arrête. Et ça, je pense que dans son travail, c'est tout le temps présent. Il y a un mouvement vers, il y a une tension vers. C'est une ouverture aussi, une cassure. C'est une ouverture, oui. C'est comme vous cassez soit pour changer la forme, soit pour découvrir quelque chose qui va se révéler. Et je crois que dans nos métiers, où quand même la recherche d'une certaine perfection dans le sens de la maîtrise de son art, d'un instrument qui est quand même difficile, comme tous les gens qui travaillent avec leur corps, avec les instruments, qui est autre que par exemple l'écriture. Quoique, je pense que c'est la même chose. On peut se noyer dans une perfection du style qui tout d'un coup vous éloigne de la raison pour laquelle vous écrivez ça. Voilà, en tout cas, c'est ce sujet-là. Comment toujours ouvrir vers une suite et vers quelque chose qui va continuer un mouvement vers et refaire naître une autre tension. Quelque chose que je remarque quand je reprends, puisqu'on joue quand même souvent, on revient à des œuvres qu'on a beaucoup jouées. Et là, par exemple, j'ai joué une sonate de Brahms, la sonate de Brahms en fa majeur, que j'ai beaucoup joué à une époque avec Catherine Collard, avec Imogen Cooper, et que j'ai pas joué pendant des années, comme ça arrive avec certaines œuvres. Puis hop, je l'ai retrouvée avec un autre pianiste, Alexandre Palais. Et donc, j'ai travaillé. Et je me suis dit, mais ce qui m'obsède là n'a rien à voir avec ce qui m'obsédait il y a 4 ans. Rien à voir. Mais ça m'emplit entièrement. Et c'est une question presque mais sérieuse de vie ou de mort, quoi. Il faut que je trouve. Et là, ce chemin entre les 4 années passées, et pourquoi là, aujourd'hui, c'est ça qui m'occupe, aussi, ça me questionne, mais d'une manière que j'aime. Parce que c'est probablement des liens avec autre chose.
Il y a aussi une chose qui est fondamentale dans son travail et dans votre travail, c'est la mémoire, mais une mémoire qui n'est pas du tout muséale. C'est un rapport très vivant à la mémoire, me semble-t-il. Carmen disait qu'on était étouffé par le devoir de mémoire. Une mémoire, pour citer donc Carmen, qui citait elle-même Walter Benjamin, pour allumer la mèche de l'explosif dans ce qui a été. Est-ce que c'est une chose qui vous habite et que vous cherchez ? Là, je ne connaissais pas cette phrase, mais elle a un lien direct avec ce que je disais. Une flamme qui va faire exploser. Voilà. Je pense qu'elle casse. Et puis elle allait jusqu'au bout, quoi. Elle disait toujours « soyons drastiques ». C'est-à-dire que c'était des choix artistiques qui étaient vraiment entiers. Vous avez signé plusieurs musiques de ces films. Le premier, c'était Histoire d'Amérique en 88, c'est ça, je crois. Puis il y a eu Un divan à New York, il y a eu Demain, on déménage. Est-ce que c'est elle qui a généré en vous le désir de composer, ou est-ce qu'il était là ? Alors, c'est une question toujours un petit peu délicate pour moi, parce que est-ce que j'aime composer ? Je ne sais pas composer. En tout cas, ce que j'ai fait de l'ordre de la composition avec elle, c'est lié à un parcours, mais chaque film, c'est une histoire différente. Histoire d'Amérique, ça a été une recherche sur les thèmes liturgiques, sur un certain mouvement, voilà, qui a donné naissance au chant juif, et qui a été pour moi un moment extrêmement important, parce qu'à travers la musique, j'ai découvert tout un pan de mon histoire que je ne connaissais pas. Vous n'étiez pas imprégné musicalement de la culture mais imprégné même pas musicalement. Pas imprégné tout court. Sauf que je savais forcément certaines choses, enfin je savais même pas mal de choses de l'histoire de ma mère, mais c'était ce que je décris comme avoir un paquet, enfin oui, quelque chose, un petit sac, mais on le sent bien plein, mais il n'est pas ouvert. Et en fait, c'est cette musique qui m'a amenée à ouvrir et à sortir les choses et à rentrer dans une histoire. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le temps marche à l'envers. C'est-à-dire que c'est comme si, en entendant ces chants et ce travail que j'ai fait, ça partait en arrière. Et que le corps disait « mais oui, bien sûr, on connaît ». Et c'est Sonia qui disait « mais si vous connaissiez, pourquoi vous m'avez rien dit ?» Et le corps, il dit « on attendait que tu découvres ». Ouais, le chemin inverse. Des fois, la vie, elle va comme ça. Elle avance, puis hop. Et ça, c'est quand il y a deux mouvements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'occupe de vous faire revenir la mémoire ou de vous faire découvrir quelque chose, mais vous n'êtes pas du tout conscient de ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est très clair. Oui. Et donc, Histoire d'Amérique, ça a été ça pour moi. Et vraiment de faire ce travail tout en accompagnant ce vieil homme, par exemple, de 80 ans qui chante la beauté des étoiles et du ciel. Parce qu'en fait, elle a mis plein d'acteurs qui racontent des histoires et qui lisent des monologues qu'elle a pris d'un journal qui était écrit par des... Non, je vais trop vite. C'était des lettres réunies dans un journal, écrites par des Juifs qui venaient d'Europe de l'Est, donc qui fuyaient l'Europe de l'Est, et qui arrivaient en Amérique, étaient complètement perdus par différentes situations, et écrivaient au journal « Voilà ce qui m'arrive, aidez-moi ». Et donc Chantal a travaillé sur ces textes. Et elle a mis des acteurs dans ce terrain vague, la nuit. Ils étaient dehors avec des tables et des petites ampoules, et ils racontent tout ça. Et moi, je les accompagne avec ces chants. C'est comme ça que c'est né les chants juifs. Donc c'est très particulier. Et après, il y a eu des choses qu'elle a faites où elle m'a mise dans l'image. Quand elle devait faire un film sur la paresse, elle m'a filmée en train de travailler, ce qui était donc montrer ce que n'est pas la paresse. Ensuite, il y a eu des choses où j'ai plus écrit, comme un divan à New York ou Demain on déménage. Mais chaque film a amené quelque chose de très différent. Mais cette collaboration toujours tenue, où a finalement formé, a fait venir l'écriture, la transcription et tout ça pour les besoins de ce qu'on faisait. Après, forcément,
dans toutes les explorations de répertoire que je fais, la transcription qui frôle de plus en plus la composition, on va dire ça comme ça, est très très présente. Alors Sonia Widder-Atherton, il y a un spectacle que vous avez créé il y a 1 an à peu près, qui s'appelle Exil, qui parle aussi de la mémoire, qui donne à entendre les mots des rescapés de l'histoire. Comment est né le désir de créer ce spectacle ? Alors, comme souvent, quand les projets commencent à se concrétiser, c'est un mélange de choses. C'est presque comme un dessin architectural, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une colonne comme je parlerais d'un truc, un monument, quoi. Il ne peut pas y en avoir qu'une, ça ne tient pas. Donc il y a une apparaît, et puis il faut qu'il y en ait une deuxième, puis une troisième, et pour que quelque chose puisse se construire, et puis les forces peuvent s'appuyer l'une contre l'autre, et éventuellement se contrecarrer. Voilà. Donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu évidemment les récits, et donc les voix qui nous entouraient de plus en plus d'une urgence de gens fuyants. On peut parler de Ritipan. Non, ça, c'était pas encore ça. C'était ce qu'on entendait aujourd'hui. Ah, d'accord, ce qu'on entendait aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et il y avait ça. Mais c'était comme un vacarme de plus en plus fort. Et puis, je me disais, ça n'est pas encore une langue, c'est pas possible parce que c'est en train de se passer. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de la nourriture, c'est de l'écoute. Est-ce qu'on sait écouter? C'est toutes les questions qu'on se pose tous face à ça. Et puis, il y a eu ma découverte de l'œuvre de Ousfolskaya. Donc, dit comme ça a l'air un petit peu, mais quand même, en gros, sur un temps long, c'est ça. Donc, Galina Ousfolskaya qui a écrit un grand duo. Un grand duo pour violoncelle et piano, qui est d'une puissance inouïe, qui est en 5 mouvements. C'était une élève de Shostakovich? C'était une élève de Shostakovich dont on dit même que sa force drastique, pour revenir à ce mot-là, ses choix radicaux, et ce qu'elle osait faire dans ses compositions allait presque encore plus loin que son maître Shostakovich. Et donc elle a écrit ce duo où elle demande au violoncelle et au piano d'être très éloignés l'un de l'autre pour augmenter la tension qui se passe entre les deux musiciens, parce que pour s'entendre, on est dans un état de tension totale parce qu'en fait, on ne s'entend pas très bien. Donc, tout en jouant fortissimo, il faut tendre l'oreille vers l'autre. Et ça raconte un chaos inouï et qui engage le corps, vraiment les limites du corps. Et puis, il y a eu ma rencontre avec une troupe de jeunes comédiens, acteurs, danseurs qu'a fondé Sarah Koné. Et puis... La Compagnie Sans Père. La Compagnie Sans Père. Et puis, tout ça a l'air d'être un peu désordonné, mais vous allez comprendre. Et puis, je me suis dit, en attendant que ces récits puissent être racontés, dits, de ce qu'on était en train d'entendre, qui était en train de se passer, j'ai envie d'aller chercher des gens qui ont pu raconter comme si ça pourrait aider à l'accouchement des récits. C'est-à-dire... aller chercher les récits de personnes comme, et là je vous rejoins, Ritipan qui raconte le Cambodge, Charlotte Delbo et les camps, Jean Hatzfeld et le Rwanda, une révolte racontée par un poète au 5e siècle en Chine, et une femme qui fuit quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on aujourd'hui Daesh. Anna Akhmatova aussi. Anna Akhmatova et la Bible, qui raconte quand même l'errance d'un peuple sans fin, qui plante sa tente, qui cherche de l'eau, qui essaye de se maintenir en vie, et puis qui change encore de lieu. Et donc, le projet s'est construit comme ça, avec en fait, des accroches, c'est comme des pieux d'alpinistes. En fait, je vois vraiment ça comme des accroches. Il a commencé à apparaître en moi une forme, qui étaient donc ces 5 mouvements d'Ousfolskaya qui créaient comme des niches entre les mouvements, des niches qui accueilleraient. Et je me suis dit, ces niches, elles vont accueillir un univers de langage, tous ceux qu'on a cités. Avec différents compositeurs
Ouais. C'est surprenant d'ailleurs. Comment ça se passe, vous essayez, vous avez une idée à l'avance. Est-ce que parce que la musique est belle, ça marche, ou c'est beaucoup plus compliqué que ça, et parfois une musique belle ne fonctionne pas avec un texte? Comment vous fonctionnez pour trouver la juste forme et le juste morceau avec les textes? Alors ça, c'est aussi des alchimies auxquelles je ne comprends pas la raison, et je pense qu'il n'y en a pas. Mais il y a des choses extraordinairement fortes qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui vont, mais dans un sens... je vais donner un exemple qui chaque fois me frappe par sa force, mais qui garde complètement son mystère. C'est pourquoi Charlotte Delbo, donc ses poèmes, où elle raconte quand même la place d'Appel et dans une langue extrêmement d'une précision à la fois glaçante, parce que si précise et à la fois d'une beauté de par sa force. Eh bien, si je joue par exemple les Leçons de ténèbres, que je joue à un autre moment, ça ne marche pas du tout. De Couperin. Si je joue l'élégie de Stravinsky, c'est comme si, en jouant l'élégie, j'avais les doigts glacés des personnes dont elle parle. C'est-à-dire que tout d'un coup, une musique, pour parler des déplacements, celle-là, et je ne sais pas pourquoi, c'est pas parce que c'est plus moderne, c'est pas parce que c'est plus lent, plus rapide, il y a quelque chose dans cette élégie de Stravinsky qui prend dans ses bras le texte, le poème de Charlotte Delbo. Et j'ai l'impression que les éclairs de feu, les pics de métal qui piquent la peau à 5 heures du matin dans ce froid à moins 30, presque viennent piquer la phrase de Stravinsky, et elle-même va piquer le texte. Enfin, il y a une relation qui se fait, qui m'échappe complètement, mais qui est vraiment qui est comme ça, quoi. Je ne sais pas comment le décrire. Oui, c'est une alchimie. Mais comme dans un film, une musique ne marche pas avec certaines images, d'autres, oui. Oui, sauf que dans un... C'est vrai, mais là, c'est encore plus fou, parce que je crois qu'on... Ou peut-être pas d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que dans un film, vous pouvez plus facilement cacher la musique vers quelque chose qui va se mêler au son direct, à l'histoire, alors que là, on est vraiment dans une confrontation où la musique tout de suite vous amène au mauvais endroit, ou bien elle donne tout de suite la mauvaise couleur. Et par contre, pourquoi est-ce que les souvenirs et la manière de Ritipan de parler de l'enfance et de cette image manquante qu'il cherche, le Couperin donne une chose absolument d'une sagesse, comme si Couperin avait 150 ans et qu'il avait vécu ça, et que l'homme au costume blanc, c'est mon père, dont elle parle. Ça, c'est un extrait du Ritipan. Couperin le connaissait et lui disait « Regarde, il est là ». Enfin, il y a des choses vraiment mystérieuses, sachant que, quand même... musique et texte, c'est très difficile, parce qu'on peut très facilement tomber dans un truc illustratif et comme dit Fanny Ardant, je ne veux pas être la liseuse avec des lettres, des lunettes en demi-lune appuyées sur le piano qui dit son poème avec le morceau de piano qui a été écrit à peu près à la même époque. C'est-à-dire que le danger de ça, c'est quelque chose d'explicatif et finalement qui n'apporte rien. Parce que ça n'enlève rien au fait que ces musiques, elles vivent et elles portent tout ça, même quand on ne l'entend pas. Ainsi que les textes. En fait, j'ai l'impression que je fais comme si je soulevais des tissus où ces choses sont là, mais voilà, elles sont là quelque part. Et vous qui les écoutez, vous aurez autre chose. Mais il se trouve que moi, ce jour-là, c'est moi qui soulève le tissu, qui dit oh, « moi, je vois ça ». Puis quelqu'un d'autre verra autre chose. Mais aussi bien la musique que ces textes portent cette force-là. Et la contrainte, la confrontation, ça fait aussi... c'est très important, c'est une partie intégrante, très importante de votre démarche artistique aussi. Oui, c'est de mettre les choses Vous aimez, voilà. Ouais. Essayer, surpiquer. D'ailleurs, alors il y a un spectacle aussi que vous tournez, que vous déclinez depuis quelques années, ce sont les Odyssées. Je crois que vous en êtes au 7e épisode, maintenant, c'est ça oui, au moins. Des Odyssées, oui. C'était au départ un triptyque, avec chant d'Est, c'est ça, et chant juif, chant geste, et les Odyssées. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche sur ces Odyssées ? Mais ça, donc ça a été
comment je suis arrivée à la Méditerranée, pour les raisons que j'ai expliquées, avec les choses qui se construisent avec plusieurs éléments qui vont se prendre forme. Et donc, j'ai, après pas mal de moments assez où je me suis un peu perdue en route, mais là, je me suis dit, la Méditerranée, en fait, pour moi, c'est l'image d'une femme seule qui se confronte à des éléments puissants, plus puissants qu'elle. Une tempête, le bruit de la mer, la chaleur du soleil, la force des dieux qui vous jettent des sorts, et nous, humains, qu'est-ce qu'on fait de ça? La force du récit qui vous sort de choses qui sont des répétitions que vous subissez. Enfin, toute cette chose-là, cette chose qui se joue devant vous. Je me suis dit, pour moi, la Méditerranée, c'est ça. Que n'importe quelle montagne en Grèce, dans certaines parties de l'Italie, vous marchez puis vous voyez ces petits théâtres où on a l'impression, et certainement c'est pas que des impressions, que des scènes comme ça se sont passées, que des gens se sont mis là, enfin des personnes, et ont raconté. Donc vous êtes seule avec votre violoncelle sur un podium. Donc je suis partie de cette image que j'ai essayé de recréer en musique. Et donc, puisque je dis seule, ça voulait dire pas d'instrument. Donc il faut que je sois logique, hein. Donc je me suis enlevé tout ce que j'avais prévu et je me retrouvais seule. Et là, je me suis dit, mais les éléments, ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'imagine, ça a bien des sons. La mer, ça a des sons extraordinaires. Le soleil, il a un son. Le vent a un son. Alors, j'ai commencé à m'orchestrer avec des sons de la nature. J'ai commencé à récolter beaucoup de sons de plein de sources différentes, enregistré moi-même, trouvé, écouté, entendu, pris dans des films et tout ça. Et j'ai commencé à orchestrer ce que je voulais jouer, c'est-à-dire que j'ai construit un voyage en 13 aventures qui commence par un début du monde, un peu un chaos dont va sortir un premier souffle, enfin une respiration qui va donner naissance à un son de violoncelle, qui lui va donner naissance à un récit, qui lui va donner naissance... Ah tiens, on revient au... Hein, aux allers-retours aux choses qui s'enfilent et qui donnent naissance à une première, après le récit colère, après le colère, la réconciliation. Bon, on va comme ça jusqu'à un au revoir final à la fin. Et du coup, j'ai choisi des morceaux. Donc il y a du Prokofiev, du Granados, du Bellini, du Schumann, du Bach. Et tout ça est orchestré avec cette bande-son qu'après j'ai travaillé avec Franck Rossi. Et donc, je suis toute seule avec cette bande-son et Franck qui est donc à son ordinateur et qui me suit. Donc, c'est comme un duo. Il n'est pas sur scène, mais... Et après que cette odyssée est née, j'ai eu envie, en fait, comme d'ouvrir cette bande-son à des rencontres. J'ai eu envie que pour des raisons aussi multiples, de choses qui me sont arrivées, d'aller à la rencontre de gens différents, selon les lieux où je donnerais l'Odyssée, et de leur dire, mais pour vous, l'Odyssée, ce serait quoi? Cette bande-son, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour vous un premier souffle? Qu'est-ce que c'est pour vous une prière? Qu'est-ce que c'est pour vous une tempête, une colère? Et du coup, j'ai commencé à aller, alors ça a été dans un lycée, dans l'extérieur de Saint-Denis, c'était organisé par le TGP, puis j'ai été voir l'écrivain Aaron Appelfeld à Jérusalem, qui lui a choisi un endroit. C'est presque comme si je demandais aux gens dans quel endroit de l'Odyssée vous aimeriez habiter ou planter votre tente pendant un temps. Et Aaron Appelfeld, il a choisi l'endroit qui s'appelait Le Récit. Il a été tellement frappé par le rauque du son du violoncelle de cette aventure-là qui s'appelle Le Récit, qui m'a dit qu'il aimerait lire en hébreu des extraits de l'histoire d'une vie. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est un duo de sa voix et le violoncelle très très beau, et même d'un point de vue musical, quoi. La langue, sa voix très basse et le violoncelle, ça a créé ça. Puis j'ai rencontré des femmes issues de l'immigration, comme on dit, à Lille, qui était un mélange d'une dizaine de nationalités qui ont amené des chants, des récits,
des discussions, des éclats de rire, des you-you, vraiment un bouquet d'énergie vitale incroyable qui a complètement peuplé l'Odyssée. Et ça, c'est une des versions vraiment très fortes et très belles. J'ai fait une version au Festival d'Aix avec plein d'enfants. Et avec des personnes qui sont en attente de papier, où j'ai fait 4 rencontres très fortes avec 4 individus différents. Et une femme en particulier syrienne qui a mis beaucoup de temps et en écoutant l'Odyssée, je pense que beaucoup de choses s'ouvraient en elle et que c'était trop dur, et donc elle repartait sans avoir ni chanté, ni parlé, ni rien. Mais elle disait toujours « je veux revenir ». Et j'ai aussi beaucoup de choses qui vont rester des moments qui se seront passés entre moi et la personne, et où je joue, ou je joue pas. Mais enfin bref, avec elle, il est né un chant où à la fin, elle dit le mot qu'elle répète tout le temps dans ce chant, et c'est le mot liberté. C'est aussi un moment très fort. Donc en fait, c'est ça. C'est comme c'est une œuvre qui se réinvente à chaque fois. Voilà, et qui accueille et amène et s'enrichit et découvre plein de visages de gens différents. Et qui reste toujours ouverte. Oui. Sonia Vidar-Atherton, la réception publique, critique aussi, est-ce que ça compte pour vous? Est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce que vous bougez en fonction de ce qu'on vous dit? Alors, il y a 2 choses. Il y a public, c'est un mot singulier, mais en fait, c'est pluriel. Donc, on ne peut pas très bien savoir la réaction du public. On sent qu'on crée un silence ou une tension ensemble. Par exemple, dans l'Odyssée, je sens que ça va labourer beaucoup et que ça fait partir, quoi. Les gens voyagent dans des endroits où moi, je n'ai pas accès, et c'est pas l'idée. Mais ça, je le sens. Ça, c'est une chose pour le public. Après, j'écoute des gens proches dont je sais que la vie est exigeant et va m'ouvrir encore des questionnements. On va un peu donner des petits coups qui vont briser quelque chose qui est trop immobile pour y chercher un mouvement. Donc ça, je fais aussi. Par contre, après, les choses, disons, plus de l'ordre social, ou disons d'un ordre de carrière, de stratégie, ça, j'écoute pas beaucoup. Et j'écoute pas beaucoup, pas du tout parce que j'ai un jugement là-dessus, mais parce que dans mon mode de fonctionnement, c'est pas bon. Parce que sinon, je le saurais depuis longtemps. Vous vous auto-censurez, sinon, en tout cas, c'est pas moteur de quelque chose de productif. Voilà, le mot, c'est le bon mot. C'est-à-dire que de même que la compétition, il y a des gens pour lesquels c'est un grand moteur. Et voilà, il y a une excitation, il y a une adrénaline. Moi, c'est un truc qui me détruit. Je n'aime pas. Je n'aime pas parce que pour moi, c'est un processus qui me diminue. Qui vous rétrécit. Alors que ce que j'ai besoin, c'est d'oser ouvrir. Donc, le genre de choses qui pourraient faire ça, déjà qu'il faut quand même une sacrée... faut y aller, quoi, de faire des choses comme ça. Ah oui, c'est très audacieux tout ce que vous tentez. Et puis en même temps de continuer à garder le cap et de continuer à découvrir et de continuer toutes ces choses-là. C'est un grand investissement d'énergie, de désir, de confiance, qui est quand même quelque chose qui bouge, comme l'eau, la confiance. Donc, je vais vers des choses qui vont consolider ça, ou qui vont le pousser encore, ou qui vont m'aider à dire, mais là, t'es presque là, pourquoi tu fais pas ce pas-là ? Alors que, voilà, si c'est pas de cet ordre-là, je me dis, je le laisse faire son chemin tout seul, quoi. C'est pas que je l'empêche, c'est juste, voilà, il fait son chemin. Et la question de l'œuvre que vous allez laisser, de la postérité, est-ce que ça vous travaille? Est-ce que ça vous habite? Elle m'habite en ce moment par rapport à ce que des gens qui me sont proches laissent et qui ne sont pas là de la manière dont on est là. Du coup, forcément, je me dis que quand même, ce que laisse quelqu'un, c'est extrêmement puissant. C'est quand même un drôle de cadeau.
parce que nous, on reste. Et donc, il faut penser aux gens qui restent. Et les gens qui restent, je pense que quand ils ont un matériau vibrant de ce que quelqu'un a fait, bah ça enrichit la vie, quoi, ça vous aide à vivre. Et voilà, j'ai eu des pensées de cet ordre-là, mais pas liées à moi. Mais du coup, je me dis, peut-être c'est bien qu'il y ait des... Après, voilà, et puis c'est une question très intéressante, ce qui reste. Après, il y a les supports, il y a... qu'est-ce que c'est laisser des trucs Après, ça ouvre à plein de questions. Mais en tout cas, c'est sûr que les vibrations sous toute forme, que ce soit visuelle, vocale, ou des entièretés comme ça, ou des univers, je ne parle même pas des émotions, parce que ça, c'est encore autre chose, et ça appartient à chacun. Mais ça, c'est d'une richesse inouïe. Merci beaucoup, Sonia Wider-Atherton, d'avoir accepté notre invitation à cette masterclass sur France Culture. Merci.